est composé actuellement de 38 notaires. Nous avons 32 notaires installés en Martinique dans 17 offices et nous avons 6 notaires installés en Guyane. La Chambre des notaires, quant à elle, comprend 5 membres qui sont élus par l'ensemble des notaires de la compagnie. Ces 5 membres sont le président de la Chambre, actuellement moi-même, Maître Tripet. Nous avons une vice-présidente, actuellement Maître Alix Isola. Nous avons une trésorière, un trésorier, pardon, Maître Anthony Duval. Un rapporteur qui est actuellement Maître Katia Ebring-Blamèble. Et aujourd'hui, je suis accompagné pour commencer cette émission de notre déléguée à la communication, Maître Catherine Untok. Bonsoir. Bonsoir. Et nous allons, sans plus tarder, attaquer les questions. Alors vous allez voir, vous allez voir différentes personnes intervenir ce soir. Ce sont les personnes que j'ai citées juste avant qui composent la Chambre, ainsi que notre délégué à la communication. Donc je pense qu'on peut y aller pour les questions. Maître Untok. Tout à fait. Donc justement, pour communiquer, nous avons une petite question sur le live. Bonjour, je suis le seul fils adoptif d'une dame qui est décédée en 2012. Nous vivions dans la maison familiale de ses parents avec sa sœur qui est décédée 1 an avant. Elles avaient acheté le terrain ensemble, chacun payant la moitié. J'aimerais savoir dans ce cas, à qui revient le terrain et la maison? Merci. Alors, la question porte effectivement sur un bien qui a été acquis par 2 personnes en indivision, 2 sœurs vraisemblablement, et ces 2 sœurs sont donc décédées. À qui revient le bien? Et bien évidemment, ça va revenir aux héritiers de chacune. Elles sont propriétaires pour moitié, donc cette maison reviendra pour moitié aux héritiers de la première sœur et pour moitié aux héritiers de l'autre sœur. Alors, il faut déterminer effectivement qui sont les héritiers de ces personnes. La personne nous dit qu'elle est fils adoptif. Donc, s'il y a une réelle adoption, parce que parfois on confond les sentiments et puis le côté juridique des choses. Donc, quand on parle d'enfants adoptés, il faut qu'il y ait une réelle adoption avec une mention en marge de votre acte de naissance. Donc, si c'est le cas, vous êtes bien le fils de la personne et vous allez hériter de cette personne. Et en ce qui concerne l'autre sœur, il faudra voir si elle a des enfants. Si elle n'a pas d'enfants, il faudra s'en remettre à ses héritiers dans l'ordre des héritiers, c'est-à-dire ses frères et sœurs, ses neveux et nièces. Donc voilà, tout ça est à voir, à moins que les personnes aient pu faire un testament. Donc voilà pour cette première question. Nous avons une autre question qui est très intéressante et que je vais donc poser à Maître Untok et qui porte sur, quelqu'un nous pose une question sur la SCI. En quoi est-il intéressant d'acquérir un bien par le biais d'une SCI? C'est souvent une question que l'on nous pose. Et que se passe-t-il en cas de décès de l'un des associés? Que deviennent ses parents? Voilà, alors c'est vrai que la SCI, souvent on en parle, on vient nous voir, je veux faire une SCI, je veux faire une SCI. Il faut d'abord savoir pourquoi. Donc ce qui est bien parfois de faire une SCI, ce ne peut être le cas pour une autre personne. La SCI, c'est une société. Donc il faut bien comprendre qu'il y a donc des formalités à faire, il y a un formalisme. Et pendant toute la durée de la société, il faudra faire des formalités au greffe. Donc c'est une vraie société. Cette société, pourquoi mettre parfois le bien en SCI? Je n'ai qu'une maison, j'ai plusieurs enfants. Ça me permet de transmettre plus facilement cette maison à mes enfants. Je considère parfois, ce que j'explique, la SCI, c'est comme des pièces de monnaie, alors que un immeuble, c'est un billet de banque. Donc les pièces, je peux plus facilement les donner, donc donner des parts sociales à chacun de mes enfants. Et ça me permet aussi, dans la SCI, de prévoir qui va gérer le bien, comment on va gérer le bien. La question par rapport au décès, ce sera la même réponse que si c'était un immeuble. C'est-à-dire que l'associé décédé, on aura prévu dans les statuts si ses enfants ou son époux, épouse, va entrer et devenir automatiquement associé ou pas. Dans ce cas, ce qui est prévu, on va l'appliquer. Et ces héritiers vont hériter de la valeur des parts sociales, comme de la valeur du bien immobilier qu'ils auraient hérité. Par contre, prenez conseil auprès de votre notaire avant de constituer cette SCI. Autre petite question, donc, alors, comment faire une donation de son vivant à moindre coût à son fils unique? L'option usufruit nue propriété est-elle la meilleure? Alors ça, c'est le type d'acte que l'on rédige régulièrement dans nos études, ce qu'on appelle la donation en démembrement de propriété. D'autant plus intéressante, surtout quand on a un fils unique et que l'on commence à avoir un petit patrimoine qui devient intéressant.
j'ai toujours tendance à dire que plus votre patrimoine va être important et moins vous aurez d'enfants, plus vous devez penser à transmettre tôt votre patrimoine, sans vous démunir totalement et évidemment en gardant l'usufruit de vos biens. L'usufruit, on peut résumer ça comme un petit peu la jouissance des biens. On ne peut pas vous mettre dehors, vous pouvez rester dans le bien, vous pouvez le mettre en location si jamais vous venez à quitter ce bien. Vous continuez à être tenu au paiement de la taxe foncière. C'est la donation démembrement de propriété. Elle a un gros avantage également d'un point de vue fiscal, puisque l'usufruit sera estimé en fonction de votre âge et ne viendra pas dans le calcul lors de la transmission. La transmission portera uniquement sur la nue propriété, et plus on est jeune, plus cette nue propriété a une valeur basse, tout en sachant, une fois que cette donation est réalisée, donc vous avez l'usufruit, et à votre décès, cet usufruit s'éteindra naturellement. Il n'y aura rien à payer. Il suffira simplement de prendre l'acte de décès de l'usufruitier, de l'agrafer sur votre donation en nue propriété, pour justifier que vous êtes devenu pleinement propriétaire sans avoir aucun frais à payer au décès de l'usufruitier. Donc effectivement, ce type de donation en démembrement de propriété est extrêmement intéressant. Donc, Maître Ipé parlait de la donation, il faut penser aussi, là c'est parce qu'on avait des enfants, il faut penser aussi quand on n'a pas d'enfants, à anticiper et à faire un testament par exemple, puisqu'il faut savoir que quand vous n'avez pas d'enfants, par contre, c'est tous vos frères et sœurs, vos parents, père et mère, qui héritent, ainsi que tous vos frères et sœurs. Et s'il y a des frères et sœurs qui sont décédés, ceux qui restent, tout n'est pas à vous. Il faut penser à vos neveux et nièces, parce qu'eux aussi, ils héritent. Donc, il faut penser à aller voir son notaire pour rédiger ces volontés qui seront appliquées au jour de votre décès. Alors, on a une question. Bonjour, merci pour cette opportunité. Donc, nous sommes propriétaires d'une SCI. Une des maisons a été saisie, a été vendue aux enchères. Cependant, le locataire, qui est également associé de cette SCI, ne souhaite pas quitter les lieux. Que risquons-nous et que devons-nous faire? Donc là, le locataire, il a des droits. Donc il faudrait regarder dans le bail pour savoir quels sont ses droits, quelle est la durée du bail. Vérifier de toute façon, quand il y a eu la saisie aux enchères, ils ont vérifié ces éléments. Le locataire, il faudra respecter ses droits. Ce n'est pas parce que le bien a été saisi que le locataire n'a pas le droit de rester dans les lieux. Donc il faudra regarder la date de fin du bail pour vérifier quand est-ce que vous pouvez lui donner congé par rapport à la situation. Autre petite question. Mon conjoint a construit une maison sur un terrain familial. Autorisation de papa. Quelle démarche faut-il faire pour que ce bien lui revienne? Il paye taxe foncière, taxe d'habitation à son nom. Le papa est vivant et il a 10 frères et sœurs. Donc c'est la construction sur sol d'autrui. Souvent les parents avaient tendance à donner comme ça une simple autorisation à un enfant de construire, mais cette situation ne lui donne pas un titre de propriété. Dans votre cas, vous avez une chance à saisir puisque votre père est toujours vivant. Et donc, il a la possibilité, à condition qu'il ait lui-même un titre de propriété, de régulariser très rapidement cette situation en allant chez un autre. D'abord, peut-être chez un géomètre qui va délimiter l'emplacement sur lequel votre mari a construit et ensuite donc, se rapprocher du notaire pour faire une donation de ce terrain afin que votre mari soit propriétaire. Et là, la chance, c'est qu'on est effectivement dans une situation où visiblement le propriétaire est vivant. Car dans de nombreux cas, on s'aperçoit que le propriétaire est plus vivant et à ce moment-là, vous devez régler la succession du propriétaire et aboutir à un partage qui va nécessiter l'accord de l'ensemble des héritiers. Alors qu'en présence du papa qui est toujours vivant, il y a une possibilité que ça se règle simplement entre le père et le fils, en détachant un morceau de la propriété pour le donner. Et tout ça, évidemment, à condition que le père dispose d'un titre de propriété. Exactement. Et il faut savoir aussi que dans ce cas-là, il faudra faire attention, il faut quand même s'entendre avec les frères et sœurs, parce qu'on a l'article 924-4 alinéa 2 du Code civil qui prévoit que une fois qu'on vous a donné, c'est bien, mais ça peut être en avance sur votre succession. Ça peut être aussi une partie en plus, on appelle hors part successorale, mais pour pouvoir vendre ce bien ultérieurement, il faudra l'accord de celui qui vous a donné, le donateur, mais aussi l'accord de tous vos frères et sœurs. Donc c'est peut-être opportun au moment où la donation est faite
que tous vos frères et sœurs interviennent à l'acte pour pouvoir clôturer les choses, ou s'il y a plus de terrain, mais que votre père puisse faire une donation partage. Prenez conseil chez votre notaire pour faire le bon acte. Alors, une petite question sur un sujet qui revient également souvent dans nos études, la renonciation à la succession. Donc là, j'ai une question. Comment renoncer à un héritage, puisque visiblement, la personne s'est présentée au palais de justice et on lui a dit qu'il fallait qu'elle se rende à la mairie. Je ne suis pas si sûr de cela. Donc, comment renoncer à un héritage? Puis on peut peut-être expliquer dans quel cas on renonce à un héritage. Parce qu'il faut bien connaître la portée de la renonciation à une succession. Tout à fait, parce que renoncer à une succession, il faut d'abord vérifier avec le notaire que la succession est bien déficitaire pour renoncer à la succession. Parfois, on veut renoncer simplement parce qu'on ne s'entend pas, ou alors on se dit, ben, je renonce et comme ça, les autres, ils vont hériter de tout. Mais il faut faire attention, la loi maintenant, elle a changé. Une fois que moi, je renonce à ma succession, mes enfants viennent automatiquement à ma place et vont hériter en fait de mon parent. Nous sommes 3 enfants, moi je renonce, j'ai 3 enfants. Mes enfants vont récupérer le tiers de la succession de mon père que j'ai laissé. Donc, il faut faire très attention à la renonciation avant de vous enclencher dans cette situation. Une petite question sur un sujet aussi très intéressant en Martinique, la prescription. Ah oui, un propriétaire avec titre, payant régulièrement ses impôts fonciers, mais n'entretenant pas son terrain, peut-il faire l'objet d'une prescription acquisitive, usucapion, par un voisin qui s'en occupe? Alors, la prescription, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles. On ne prescrit pas dans n'importe quelle condition. Pour prescrire, il faut se comporter comme le véritable propriétaire d'un terrain. Alors, avec plusieurs critères, il faut se comporter de cette manière, de manière continue. Continue, on dit pendant 30 ans, mais c'est continu. Je n'y suis pas 5 ans, je m'en vais 20 ans et je reviens. De manière continue, de manière paisible. Il ne faut pas qu'il y ait de procédure judiciaire en cours pour expulser la personne qui occupait légalement un terrain. Donc de manière continue, paisible, non équivoque. Non équivoque, ce qui signifie qu'aux yeux, des voisins du quartier, pour tout le monde, c'est bien le terrain de telle personne, c'est bien la maison de telle personne. De manière continue, donc paisible et non équivoque. Si toutes ces conditions sont remplies, une personne peut faire jouer ce qu'on appelle la prescription trentenaire ou encore notoriété acquisitive ou encore usucapion. Peut faire jouer cela. C'est pour ça que le conseil, si vous êtes propriétaire d'un bien, entretenez votre bien, clôturez votre bien. Ne laissez pas quelqu'un occuper votre bien sans aucune réaction. Si demain vous voyez quelqu'un qui est sur votre terrain, la moindre des choses, c'est tout de suite d'engager une procédure, courrier recommandé, courrier d'avocat, pour bien marquer que cette personne ne prescrit pas, pour arrêter la prescription. Si maintenant vous laissez quelqu'un pendant 50 ans sur votre terrain construire une maison, construire sa famille, avoir ses enfants et que vous ne dites rien, cette personne pourra faire jouer la prescription trentenaire et il y a même de fortes chances qu'au tribunal, même si vous avez un titre de propriété qui remonte à 80 ans, il y a de fortes chances au tribunal qu'on donne raison à l'occupant sur le terrain. Donc soyez prudent quand vous avez un terrain ou un bien immobilier, ne l'abandonnez pas, entretenez-le. Et si vous voyez quelqu'un qui tente de s'accaparer votre bien, il faut tout de suite réagir. Alors, une petite question. Donc, ma mère est décédée. Son fils avait son logement sur le terrain et ma sœur occupe le logement de celle-ci. Il a détruit le logement que mon oncle occupait pour construire un bureau sans autorisation des autres enfants. Que doit-on faire? Alors, donc, mon frère a construit sur le terrain de ma mère, ma soeur occupe la maison de ma mère, oui. Et mon frère, il a détruit la maison pour faire un local. Le frère a détruit la maison d'un oncle. Ah, d'un oncle. Donc, qu'un oncle occupait pour construire un bureau, visiblement sur un terrain qui est familial. Visiblement, donc de toute façon, là, personne ne semble avoir de titre de propriété. Ce terrain-là semble être un terrain qui appartenait certainement aux grands-parents et tout le monde a un petit peu construit comme on voulait, ce qu'on appelle souvent les maisons folles. Donc déjà, il faut régler la situation, savoir à qui le terrain appartient, donc retrouver le titre de propriété, régler toutes les successions en chaîne pour pouvoir ensuite titrer chaque famille et faire un partage. Donc celui qui a construit, c'est vrai qu'il a construit un petit peu sur les autres, mais il faudra qu'il régularise sa situation et qu'il donne
aux autres leur part en argent si jamais il n'y a pas d'autre terrain pour eux. Voilà, alors j'ai une question aussi là qui nous vient. Quand un héritier renonce à la succession d'une personne et que cet héritier décède ensuite, est-ce que cette renonciation s'applique à ses héritiers? Écoutez, si vous avez renoncé, prenons l'exemple d'un grand-parent qui laisse donc 8 enfants à son décès, 8 enfants vivants, et c'est le cas, donc l'un des enfants renonce à la succession de sa mère, et vient ensuite à décéder. Ces enfants ne vont pas hériter de sa mère, puisque leur mère a renoncé à la succession. Ce qui fait qu'on ne va pas retrouver dans la succession de l'enfant les biens de la grand-mère. Et donc les petits-enfants ne seront donc pas héritiers de leur grand-mère. Sauf la représentation, sauf la représentation du renonçant pour les décès depuis 2007. Ouais, c'est ça. Depuis le 1er janvier 2007. Donc il faut bien dans ce cas-là, effectivement, nuancer les décès avant le 1er janvier 2007 de ceux après 1er janvier 2007. Avant le 1er janvier 2007, la renonciation n'entraîne pas représentation, donc vous n'êtes pas, les petits-enfants ne sont pas héritiers. Et après 2007, la renonciation entraîne représentation, ce qui fait que les petits-enfants viennent en représentation de leur mère renonçante à la succession de la grand-mère. Tout à fait. Et ce qu'il faut faire attention avant de renoncer, il faut prendre vraiment conseil auprès de votre notaire, parce que des fois on renonce, on dit oui, je ne veux pas la succession de papa, et puis c'est un bien de communauté, donc je n'ai pas une moitié et j'hérite de l'autre moitié, donc du côté de maman. Donc il faut faire attention. Et puis surtout, la renonciation est globale. Oui. Quand on renonce à la succession de quelqu'un, on renonce à tout. On ne peut pas dire je ne veux pas dans le terrain qui se situe à tel endroit, mais je vais prendre dans l'autre. Exactement. Il faut faire très attention à ça. Quand je renonce à une succession, je renonce globalement. Alors, j'ai une petite question là. Oui. Je la lis. J'ai une amie qui s'est occupée de mon oncle de son vivant. Il a fait un testament de sa main, signé par lui et par 2 témoins. Elle avait commencé des démarches, mais le notaire est parti en retraite, sans donner suite, sans rien faire. Quelle démarche doit-elle faire exactement? Et y a-t-il une date de péremption pour ce genre de choses? Parce que ça date. Alors déjà, il y a un petit point qui m'interpelle, c'est que si c'est un testament signé de sa main avec 2 témoins, on peut supposer que c'est un testament devant notaire. Oui. Hein, parce que s'il y a les témoins, c'est donc un testament authentique. Sinon, si c'est un testament holographe qui est également signé par des témoins, c'est plutôt inquiétant, parce que le testament holographe, celui qu'on écrit de sa main, il ne faut pas qu'il y ait autre chose que l'écriture du testateur, la date et sa signature. Ce sont des critères de validité du testament holographe. Le testament authentique, à la différence, est un testament qui est reçu par le notaire en présence du testateur et de 2 témoins. Donc si vous avez le testament, il suffit de vous rendre, aller voir le successeur de ce notaire, hein, ou tout autre notaire, hein, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous êtes libre d'aller voir le notaire de votre choix. Le client est toujours libre du notaire de son choix. Chaque client peut avoir son notaire, hein, même dans une succession. Hein, dans une succession, chaque client peut avoir son notaire. Et à ce moment-là, donc vous vous rendez chez un notaire. Si vous avez une copie du testament, c'est mieux, bien entendu, avec l'acte de décès. Et vous faites ce qu'on appelle, vous ouvrez la succession. La première chose que fera le notaire, donc si c'est le notaire qui détient le testament, il va pouvoir de suite l'enregistrer. Si ce n'est pas le notaire qui détient le testament, il interrogera son confrère, puisque le fichier des testaments lui révélera qu'il y a un testament chez un confrère, et donc il interrogera le confrère pour obtenir le testament, et à ce moment-là, régler la succession. Tout à fait. Alors, petite question. Oui, je vais voir, je vais te la... Moi, je cherche. Alors, on regarde les questions qui suivent. La suivante. Alors, j'ai une question. Ma tante est décédée en 2015. Mon père
ainsi que mes 3 autres oncles sont héritiers car ma tante n'avait pas d'enfant. D'accord. Le notaire a fait appel à un cabinet généalogique. Mon père, par la suite, est décédé en 2019. Le cabinet généalogique m'a contacté. J'ai voulu faire affaire avec le notaire. Or, le cabinet généalogique m'a dit que je ne peux pas car mon père a signé de son vivant pour donner l'accord au cabinet généalogique de le représenter. Ah, donc simplement, c'est que le cabinet de généalogie, donc lui, il recherche les héritiers. Donc il avait été mandaté du vivant de votre père par lui pour pouvoir rechercher les héritiers. Donc lui, il veut terminer sa mission. Il faudra donc fournir les éléments vous concernant à ce cabinet de généalogie qui va transmettre toutes les informations au notaire, puisque le notaire va tenir compte de votre présence, puisque votre père étant décédé, tous ses enfants, je dis bien tous sans exception, on n'oublie pas les enfants naturels et autres, vont le représenter et vont intervenir à sa place et vont hériter à sa place de la part qu'il aurait recueillie dans la succession de votre tante. Alors une question assez classique également. Alors, comment se déroule dans les grandes lignes une donation entre vifs, un bien appartenant à un parent au profit de son enfant? Voilà, alors tout à l'heure on en avait un petit peu parlé avec le démembrement de propriété pour la dame qui souhaitait donner à son fils tout en gardant l'usufruit. Donc c'est une donation entre vifs, c'est une donation de son vivant que des parents vont faire à leurs enfants. Ils vont prendre le soin évidemment d'insérer dans cette donation différentes clauses de nature à les protéger, bien entendu. Donc, en premier lieu, quand on a ce genre de dossier de donation, on va commencer déjà par faire estimer le bien, hein, parce que ce qui est très important, c'est de pouvoir vous estimer le coût de l'acte, mais aussi le coût des droits. Puisque quand vous donnez à un enfant, ce qu'il faut savoir, c'est que par parent, vous pouvez donner à chaque enfant jusqu'à 100 000 € sans payer de droits. Au-delà, vous allez payer des droits. Donc on va commencer dans un premier temps, on va faire estimer le bien, hein, c'est ce qu'on demande aux clients. On va après avoir vérifié qu'ils étaient bien propriétaires, oui, hein, parce que pour donner, il faut avoir le titre de propriété. Et puis ensuite, on va mettre en place un acte de donation avec différentes clauses. Hein. On y retrouve des clauses comme, on peut citer le droit de retour. Oui. Le droit de retour, c'est… Si jamais vous décédez, l'enfant à qui on a donné décède sans avoir d'enfant, c'est comme si on ne lui avait rien donné, le bien revient aux parents. Voilà, on a le droit de retour. Vous pouvez aussi stipuler dans votre acte de donation différentes interdictions. L'interdiction de vendre le bien de votre vivant, hein, ce qui ne vous empêchera pas par la suite éventuellement de donner votre accord à votre enfant, hein, s'il souhaite vendre et que vous êtes d'accord. Vous allez également stipuler régulièrement ce qu'on appelle une interdiction d'hypothéquer. Alors, interdiction d'hypothéquer, si vous donnez un terrain à votre enfant pour construire, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une autorisation d'hypothéquer, hein, pour éviter d'avoir à revenir chez le notaire lorsque signer l'acte de prêt, lorsque votre enfant fera un prêt pour construire. Après, il y a des clauses qui découlent de la loi aussi dans une donation. Hein. Si votre enfant a un mauvais comportement, on a ce qu'on appelle, mettre une toque, l'action révocatoire. Tout à fait. Si votre enfant, contre vous, il a ses vices, s'il essaie de vous tuer, hein, pour être plus simple, s'il vous refuse des aliments, vous êtes dans le besoin, il vous refuse des aliments, vous pouvez à ce moment-là demander l'annulation de la donation. Il faut faire attention parce que justement, donner c'est donner, hein, reprendre c'est voler. Voilà. Donc ce sont des cas bien précis prévus par la loi. Donc une fois qu'on a donné, on ne peut pas revenir dessus parce que l'enfant ne nous aime plus, il vient moins nous voir le week-end, je ne m'entends pas trop avec sa femme ou son époux. Ce ne sont pas des cas prévus par la loi pour récupérer ce qu'on a donné. Voilà, c'est très important. Et comme je dis souvent aux parents qui veulent donner un bien à leur enfant, effectivement, la donation est définitive. Donc ne venez pas, par exemple, donner un bien à un enfant alors que vous envisagez, par exemple, dans 5 ans, de déménager ou de vendre le bien parce que vous avez des projets en tête. Et du coup, ça revient à ce que Maître Untok disait, c'est-à-dire donner, c'est donner. J'ai donné mon bien à mon enfant. Et quand je le vends, par exemple, je ne peux pas dire je veux tout l'argent pour moi. Hein, j'ai donné à mon enfant, donc si on se met d'accord tous les deux pour vendre, il aura sa part du prix et moi en tant que parent, j'aurai ma part du prix. Alors, le prix peut se partager. Après, vous pouvez très bien aussi vous mettre d'accord pour acheter un bien dans les mêmes proportions. Hein, oui. Vous décidez ensemble avec votre enfant de vendre le bien qui a été donné et puis vous en rachetez un exactement dans les mêmes proportions. Souvent, les parents usufruitiers et puis l'enfant nu propriétaire. Voilà. Une petite question.
Alors, une petite question suivante. Mon époux et moi avons acheté une maison. Nous avons 2 enfants. Mon époux avait des enfants non reconnus avant notre union. Si mon mari décède, quelle sera ma situation et celle de mes enfants? Ça, c'est une question très, très récurrente. Oui, Très tout à récurrente. fait, parce que nous avons souvent en fait cette situation aux Antilles où il y a des enfants non reconnus. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas reconnus qu'ils n'ont pas de droit. C'est pas parce qu'on ne porte pas le nom du père qu'on n'a pas de droit. Ces enfants-là ont les mêmes droits que les autres enfants. S'ils ont ce qu'on appelle une possession d'état d'enfant naturel, c'est-à-dire que le père s'est quand même occupé, même en versant de l'argent, à l'école, c'était lui qui était sur le carnet, qui l'emmenait chez le médecin. Donc, il y a quand même des éléments qui prouvent cette possession d'état. Ces enfants, au décès du père, peuvent aller voir le notaire et faire cet acte de possession d'état. Donc, dans votre cas, madame, il est impératif que vous alliez voir votre notaire avec votre mari, qui puisse établir un acte. Parce que souvent, on pense, on est marié, il n'y a pas de problème, j'ai un droit d'usufruit, je pourrais rester toute ma vie dans la maison. Mais dans ce cas-là, où ces enfants peuvent se faire reconnaître, oui, il faut impérativement protéger son conjoint. Hein, dès qu'on sait de toute façon qu'on est en famille recomposée, hein, dans la famille recomposée, on en a parlé cette semaine, dans une famille recomposée, il est primordial de préserver, de préserver son conjoint en faisant la plupart du temps une donation au dernier vivant. Mais si là, les enfants ne sont pas reconnus, étant donné qu'ils peuvent, au moment du décès de votre mari, se faire reconnaître, et cette action, ils peuvent l'avoir jusqu'à 10 ans. Pendant 10 ans, je ne vais pas dire vous tremblez, mais presque. Et vos droits ne sont pas les mêmes, justement, si ces enfants se font reconnaître ou s'ils ne se font pas reconnaître. S'ils ne se font pas reconnaître, eh ben bon, vous avez l'usufruit des biens de votre mari, vous êtes protégé. Mais s'ils se font reconnaître, ça remet tout en question. Vous n'hériterez que d'un quart des biens de votre mari. Et si vous êtes dans un logement qui vous appartenait à tous les deux, voire même qu'il appartenait à votre mari uniquement, vous pouvez vous retrouver tenu de racheter la part de ces enfants, ou bien si vous n'en avez pas les moyens, d'être obligé d'être contraint à un partage, puisque vous serez dans une indivision. Alors malgré le fait, on a aussi quand même des droits. Le conjoint survivant, il y a 2 petits droits aussi, on n'en parle pas souvent de ces droits-là. C'est pas le coup près tout de suite qui tombe. Hein. Vous avez pendant une année au décès de votre mari, vous avez le droit à la jouissance gratuite du logement qui était occupé par la famille, et vous pouvez avoir un droit viager, mais là, il n'est plus gratuit. Hein. Donc, vraiment, l'intérêt, quand on est en famille recomposée ou qu'il y a des enfants comme ça en dehors qui sont susceptibles de se faire reconnaître au décès, protégez votre conjoint. Faites une donation entre époux. On est là aussi pour dire le coût d'une donation entre époux. Hein. Donation entre époux réciproque, c'est un acte que se fait réciproquement, ça coûte 400 €. J'ai tendance toujours à dire aux clients que c'est un investissement, ça a un coût, mais c'est un investissement vraiment indispensable dans une vie. Et une fois qu'on l'a fait, on est tranquille. Tout en sachant cette donation entre époux, parce que parfois on se dit je vais m'engager, c'est comme un testament, ça a effet au jour du décès cette donation entre époux. Ouais. Donc on ne prend pas un risque quand on fait une donation entre époux. Si on vient à divorcer par exemple, la donation entre époux depuis 2005 est annulée automatiquement dans le cadre d'une procédure de divorce. Si jamais finalement c'est tendu dans le couple et qu'on veut revenir sur sa donation, on revient voir le notaire et on a le droit d'annuler la donation entre époux, car contrairement à la donation dont on parlait tout à l'heure, la donation entre vifs, la donation du vivant que l'on fait à un enfant qui est irrévocable, la donation entre époux hors contrat de mariage, il ne faut pas qu'elle soit dans le contrat de mariage, mais la donation entre époux hors contrat de mariage est révocable. Tout à fait, par testament ou autre, vous annulez en fait cette donation. Et puis, il faut penser aussi, ce n'est pas seulement toujours dans les familles recomposées, même quand on a des enfants communs, allez voir son notaire pour lui expliquer qu'est-ce qu'on veut que le survivant obtienne dans sa succession, parce que parfois, il peut être opportun de faire une donation entre époux ou un testament pour que nos volontés soient appliquées au jour du décès. Exactement ça, je répète un petit peu depuis lundi, hein, ouais. la plupart du temps dans nos études, le conseil est gratuit. Et mieux vaut aller se renseigner que d'attendre le décès de votre époux et de votre épouse pour constater les dégâts. Hein, allez vous renseigner, ça ne coûte rien. Moi, j'ai des clients qui sont venus à l'étude se renseigner. Ils avaient déjà fait la donation entre époux, donc ils étaient finalement rassurés que je puisse leur dire, ben voilà, vous avez fait ça il y a 30, 40 ans, vous avez fait ce qu'il fallait faire à l'époque, vous êtes tranquille. Et ils partent, ils sont vraiment rassurés et ils ont eu le conseil qu'ils étaient venus chercher. Donc, allez chez le notaire, demandez le conseil, prenez un rendez-vous sur les différents sujets et puis
n'écoutez pas souvent ce que l'on vous dit, ce que le voisin vous dit, n'écoutez pas. Fiez-vous à la parole du notaire. D'autant plus que, comme je vous dis, le conseil, il est professionnel et en plus le conseil est quasiment gratuit tout le temps pour ce type de questions. Une autre petite question, il arrive qu'on ait des successions dans nos études où effectivement il n'y a pas de bien immobilier. Alors, quand il y a un bien immobilier, il faut faire la succession globalement, hein, on ne peut pas se contenter de la faire que partiellement. Mais une cliente, une dame me pose la question, combien peut prendre de temps une succession où il n'y aurait que des comptes en banque? Une fois que vous avez donné tous les éléments au notaire, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a que des comptes en banque qu'il n'y a pas d'acte à faire. Le notaire, il va quand même faire les démarches pour vous, il va quand même vérifier, il va interroger le fichier central des dispositions de dernière volonté qui est à Nantes pour vérifier si la personne avait ou pas fait un testament. Il va vérifier au service de publicité foncière si la personne n'avait pas hérité de ses grands-parents ou bien, comme je dis souvent, de tante Arlette, parce qu'il a pu hériter, vous ne pouvez ne pas avoir cette information. Il peut être en indivision avec d'autres personnes sur des biens immobiliers. Il va vérifier au niveau des impôts que cette personne elle est bien à jour de ses impôts. Donc, il aura toutes les formalités à accomplir avant de pouvoir rédiger l'acte, dans votre cas qui sera unique. Tout dépendra par contre du montant qu'il y a en banque, qui est l'acte de notoriété après décès. C'est un acte qui va constater qui sont les héritiers. C'est ce qu'on appelle souvent la dévolution successorale. Donc, il va dire qui hérite. Et c'est avec cet acte-là, on va débloquer l'argent en banque. Donc, le délai, une fois que vous avez donné les sommes et que tout est fait, en principe, 3 à 4 mois, tout est pour OK. ce type de succession, oui. C'est plutôt rapide. Tout en sachant qu'effectivement, cet acte de notoriété, c'est l'acte de base de tout règlement de succession. Après que l'on ait vérifié, parce que pour cet acte de notoriété, le notaire en a besoin de savoir si la personne n'a pas laissé un testament ou une donation entre époux, puisque la donation entre époux dont on a parlé tout à l'heure et le testament aussi, ce sont des actes qui, une fois signés chez le notaire ou déposés chez le notaire, sont inscrits sur un fichier national qu'on appelle le fichier central des dispositions de dernière volonté, qui regroupe l'ensemble des testaments, donations entre époux, qui sont effectivement déposés chez l'ensemble des notaires de France et des territoires, départements, collectivités d'outre-mer. Donc lorsque l'on va chez un notaire, ce n'est pas nécessairement celui qui dispose du testament chez lui, mais il arrivera à retrouver la trace de l'existence de ce testament et pourra interroger le confrère qui est concerné. Maître Untok, toujours dans ces successions, il y a des gens qui se posent aussi souvent une question, puis là on entend aussi toujours des non-dits. Combien de temps les gens ont pour régler une succession? Alors, 6 mois. Il faut en fait, c'est pas venir chez le notaire au bout de 6 mois. Mon père est mort il y a 6 mois, 6 mois, moi ce jour, ça y est, j'ai tout donné au notaire, c'est bon, je suis dans les délais. Non, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, puisqu'on a un temps de deuil en fait. Donc, mais il faut quand même aller voir son notaire assez rapidement, parce que les 6 mois, c'est 6 mois pour établir les actes, rédiger les actes et payer les droits à l'État. Donc, tout dépend du nombre d'enfants. Je n'ai qu'un enfant, il a un abattement de 100 000 €. Maître Ripet vous le disait tout à l'heure pour les donations. C'est la même chose en succession. Donc, si on a une maison, on voit tout de suite que la valeur de la maison, elle est supérieure à 100 000. Il aura des droits à payer. Donc, attention, au-delà des 6 mois, 0,20% par mois de retard depuis quelques années. Avant, c'était beaucoup plus. Et au bout d'un an, on a une majoration de 10%. Donc, ça peut faire très mal. Souvent, on me dit, ah oui, mais ça coûte trop cher, je n'irai pas voir le notaire. Mais ça peut vous coûter beaucoup plus cher en traînant. Donc, allez voir votre notaire, faites les calculs avec lui avant de dire que ça coûte trop cher. Voilà. Après, je viens de voir passer une petite question, toujours en matière de succession, c'est, et je vais y répondre, c'est comment savoir si une succession est ouverte. Bon, déjà, si une succession est ouverte, c'est qu'il y a un décès. Mais je suppose que la question, c'est comment savoir si elle est ouverte chez un notaire. Donc, il y a plusieurs solutions, puisque tout à l'heure, on parlait de l'acte de notoriété. L'acte de notoriété, une fois signé, est soumis à une mesure de publicité. C'est-à-dire que le notaire est tenu d'envoyer un avis à la mairie du lieu de décès et il y aura une mention sur cet acte de décès qui indiquera qu'un acte de notoriété, par exemple, a été rédigé chez un notaire. Alors, comme l'acte de notoriété n'est pas nécessairement signé par tous les héritiers, et ça j'insiste parce que parfois il y a des héritiers qui me disent ah, l'acte de notoriété a été signé par un tel, nous on n'a pas signé. Non, l'acte de notoriété peut être délivré par le notaire à la requête d'un seul héritier. Alors l'essentiel, c'est de n'oublier personne dedans, bien entendu, mais il peut être délivré à la requête d'un seul héritier. Donc,
on a cette mesure de publicité qui nous permet de savoir. Après, si vous allez voir un notaire et que vous lui remettez l'acte de décès de la personne, comme je disais tout à l'heure, le notaire va interroger le fichier des testaments. Et il pourra par ce fichier également voir si un autre notaire a déjà interrogé le fichier des testaments. À ce moment-là, on pourra prendre contact avec ce notaire pour savoir s'il a déjà réglé quelque chose dans la succession. Et puis, après, il y a un troisième moyen qui est un peu plus complexe, c'est d'écrire à la chambre éventuellement des notaires du département dans lequel la personne est décédée. Et la chambre des notaires fera circuler auprès des différents notaires de la compagnie un email tournant pour savoir si la succession est ouverte chez l'un des notaires de cette compagnie. Mais malheureusement, il y a 14 000 notaires en France. Il se peut que pour un décès en Martinique, quelqu'un aille confier la succession à un notaire qui ne soit pas ici. Donc ça, c'est un moyen un petit peu plus compliqué. Oui, parce on a déjà eu le cas justement où c'est en métropole et les héritiers qui sont en métropole, ils vont voir leur notaire pour régler la succession de leur père qui était en Martinique. Donc c'est vrai que cette situation parfois est plus complexe. Alors on a une question suivante qui est une excellente question, vraiment excellente question. Avec mon conjoint, nous sommes pacsés. Donc on va dire avec mon partenaire. Oui. On n'est pas conjoint. Si on est pacsé, on n'est pas conjoint, on est partenaire. Donc avec mon partenaire, nous sommes pacsés. Nous avons acheté une maison ensemble, en commun, et nous avons 2 enfants. Alors, déjà, on va voir quels seront les droits si jamais il y en a un qui décède comme ça. Mais surtout, la question de la personne, c'est comment je peux protéger mon partenaire sans me marier. Sans me marier, comment je peux protéger mon partenaire? Ça, c'est une question extrêmement intéressante parce qu'il y a beaucoup d'achats par des personnes qui sont comme vous pacsés et qui se posent cette question de protéger l'autre. Oui, c'est bien de se la poser parce que des fois, on pense que quand on est pacsé, on est héritier l'un de l'autre. Et ce n'est pas du tout le cas. Des partenaires pacsés, donc ce sont des partenaires, n'héritent pas l'un de l'autre. Donc, 2 partenaires, monsieur décède, désolé, qui héritent, ce sont uniquement donc 16 enfants, donc les 2 donc dans notre cas là, et s'il en avait d'autres, ils vont hériter aussi. Donc, Maître Ripel disait tout à l'heure, on a la maison, on sera peut-être obligé à ce moment-là de la vendre pour donner les droits aux enfants, ou alors pouvoir faire un prêt pour pouvoir donner les droits aux enfants. Donc, il faut anticiper. Dans un cas présent, un testament est tout à fait réalisable. Et avec un partenaire pacsé, ce n'est pas qu'avec un concubin, c'est-à-dire une personne avec qui on vit pendant 100 ans, 30 ans, avec qui on n'est ni pacsé ni marié. Là, il y a 60% de droits à payer à l'État, donc oui. Par contre, avec le partenaire pacsé, on peut lui laisser ce qu'on veut sans avoir à payer des droits à l'État. Par contre, attention aux droits des enfants, puisqu'on ne peut pas quand même tout lui donner. On ne peut pas déshériter. En général, il est d'usage dans cette situation de donner à son partenaire l'usufruit. On parlait tout à l'heure de l'usufruit. C'est ce qu'il est d'usage de donner. Et moi, j'ai tendance à dire que Pax rime avec testament. Oui, j'ai tendance à dire que les deux sont quasiment indissociables pour se protéger, avec l'avantage dont Maître Untok vous parlez, c'est qu'entre partenaires de Pax, on n'a pas de droit de succession, comme entre conjoints. Oui, encore faut-il se faire le testament, mais on n'a pas de droit de succession. Alors que quand des gens parfois achètent et ils sont en concubinage simplement, et ils veulent la même chose, se protéger. S'ils se font un testament comme ça, sans venir voir le notaire, le testament sera valable, sauf qu'on sera soumis à des droits de succession à hauteur de 60%, ce qui sera très souvent difficilement supportable. Oui, surtout quand on a fait la maison avec son compagnon et qu'on a vécu de nombreuses années avec lui. C'est vrai que c'est difficile des fois à leur expliquer ça. Autant on se protège, il faut penser à se protéger entre concubins, autant on se protège aussi entre partenaires pacsés et entre conjoints. Dans tous les cas, il faut toujours penser à la protection de la personne avec laquelle on vit. J'ai une question qui porte un petit peu sur la SAFER. On va parler un peu plus donc là d'immobilier cette fois-ci. Donc dans le cadre d'une vente, le notaire m'a proposé de payer la SAFER pour avoir une réponse accélérée en 15 jours. Si ce délai de 15 jours n'est pas respecté, peut-on demander un remboursement? Alors déjà, ce qu'il faut préciser, parce que la SAFER, tout le monde ne connaît pas la SAFER, qui est chargée de réguler un petit peu les terres agricoles en Martinique. Et lorsque l'on est chargé de vendre un terrain qui n'est pas constructible,
on se retrouve soumis à ce droit de préemption de la SAFER. C'est-à-dire qu'on doit offrir à la SAFER la possibilité d'acquérir le bien au même prix qui a été fixé dans le compromis ou dans la promesse de vente. Cette SAFER, cet organisme dispose d'un délai pour répondre. Le délai est de 2 mois. En l'absence de réponse dans le délai de 2 mois, la SAFER est censée ne pas avoir donné une réponse négative, donc ne pas acquérir, mais la plupart du temps, elle répondra. Donc, elle répondra et à ce moment-là, elle peut soit décider d'acquérir le bien au prix qui a été indiqué dans la notification, et si la SAFER décide d'acquérir au prix, la vente est parfaite. Si la SAFER peut aussi, la plupart du temps, vous proposer un prix inférieur, et dans ce cas, le vendeur disposera d'un délai de 6 mois pour renoncer à vendre son bien ou éventuellement il acceptera l'offre de la SAFER. Donc ce délai est de 2 mois. Maintenant, effectivement, la SAFER a prévu un tarif dégressif pour obtenir des réponses plus rapidement. Donc effectivement, là, il s'agit d'une réponse en 15 jours. Je ne sais plus quel est le coût d'une réponse en 15 jours, peu importe. Et il arrive que la SAFER, finalement, ne joue pas le jeu et accepte de rembourser en indiquant qu'elle ne peut pas répondre dans les 15 jours, elle a 2 mois, elle veut prendre ces 2 mois pour répondre. À ce moment-là, la SAFER, la plupart du temps, renvoie l'argent au notaire, le notaire qui vous remboursera ensuite le montant que vous avez versé, puisque si vous avez payé, effectivement, c'est pour avoir une réponse dans les 15 jours. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la peine. Voilà. Là, il y a une cliente qui dit qu'en fait, elle est allée voir un notaire et qu'on lui a demandé de payer 150 €. Mais Tripin, tout à l'heure, parlait de consultation gratuite. Il a dit dans la plupart des cas. Donc, il y a aussi des consultations, des fois, qui sont un peu plus complexes, où le notaire va vous demander de verser un certain coût pour la consultation. C'est un petit peu comme toute chose. Le travail, il est rémunéré. Donc, mais en globalité, le plus souvent, la consultation est gratuite. Donc, il ne faut pas hésiter, quand vous prenez le rendez-vous, de poser la question et de savoir. Il faut savoir aussi que la consultation, elle peut être gratuite. Et par rapport aux questions que vous posez, par rapport aux demandes, il peut y avoir des investigations, donc des recherches complémentaires, parce qu'on ne sait pas tout. Et dans ce cas, il vous demandera de verser un certain coût. Alors là, on me pose une question sur un acte notarié établi il y a fort longtemps, en 1947, et dans lequel il n'a jamais été inclus de servitude concernant la parcelle de terre. S'il n'y a pas de servitude matérialisée dans l'acte, que faire dans ce cas, d'autant plus qu'en général, les personnes qui figurent dans cet acte de 47 sont décédées. Donc on se retrouve, de toute façon, on se retrouve nécessairement avec d'autres propriétaires, parce que s'il y a un décès, c'est qu'il y a eu une succession. Donc que faire dans ce cas? Alors, 1947, c'est loin. Donc c'est vrai qu'à cette époque, peut-être qu'il y avait d'autres moyens de passage qui ont pu être changés. De toute façon, il faut savoir qu'une parcelle ne peut pas être enclavée. Donc, soit vous trouvez à l'amiable une solution avec les propriétaires riverains pour pouvoir passer, soit malheureusement, ils bloquent et il faut aller donc devant le tribunal pour obtenir une décision judiciaire puisqu'on ne peut pas vous laisser avec un terrain enclavé. Donc ça, il n'y a aucun souci. Par contre, quand on achète un bien, aujourd'hui, il faut, parce que souvent on dit, ah ben oui, mais c'est un chemin, tout le monde a l'habitude de l'utiliser, mais il faut regarder qui est tout le monde. Parce que si vous avez 2-3 maisons, c'est pas sûr que le propriétaire accepte quand le bien est vendu, alors qu'il a toujours accepté au propriétaire qui était là, c'est pas sûr qu'il accepte que vous passiez sur son terrain. C'est parce que c'est un ami, c'est une vieille personne, il n'y a pas de souci, mais après il peut vous dire, vous avez un autre accès, même s'il est plus long, même s'il est plus difficile, moi je refuse que vous passiez chez moi. Donc avant tout, voyez votre notaire, prenez conseil. Oui, et puis il est très important aussi de souligner au notaire l'existence de servitude, parce que le notaire, bien souvent, ne connaît pas votre terrain, ne va pas se déplacer sur place. Il ne peut pas savoir de lui-même, s'il y a lieu ou pas de faire une servitude. Donc, il faut penser à informer le notaire afin qu'il puisse prévoir ces servitudes dans l'acte. Car seules les servitudes qui sont notariées donc dans les actes authentiques, de vente, de donation, de partage, vont être publiées ensuite à la conservation des hypothèques et seront opposables à tous à vie. Donc c'est très important et surtout ça évite tout litige par la suite entre des propriétaires voisins. J'ai le plaisir d'accueillir la vice-présidente de la Chambre des notaires de Guyane et de Martinique, maître
Alix Isola Jean-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Et on va poursuivre les questions avec Maître Isola. J'avais une petite question là tout à l'heure. Le notaire a-t-il le droit d'informer les héritiers après chaque acte notarié, alors que celui-ci s'est déjà payé une partie des provisions juste pour débloquer les comptes? Bon, je ne comprends pas très bien la question. Alors, on est dans le cadre d'une succession. Les actes ont été, je présume que les actes ont été signés, donc les actes de notoriété, d'attestation immobilière après décès, s'il existe un immeuble, l'acte de déclaration de succession si on était dans les 6 ans après le décès, et puis il y a des comptes à débloquer certainement auprès des banques. Alors, la rémunération du notaire, les émoluments du notaire, en fait, portent sur les actes qu'il reçoit. Donc, la notoriété, l'attestation, la déclaration, le partage éventuellement. Mais il y a des actes qu'il peut faire, mais qui ne font pas partie donc, de cette rémunération des émoluments de l'acte et qui sont rémunérés par des honoraires. Et le déblocage des comptes peut en faire partie. Donc, chaque étude, en fait, fixe son tarif qu'elle propose au client. Ça doit faire partie, c'est un accord avec le client. Et à ce moment-là, donc le notaire peut effectivement vous demander donc, de lui payer des honoraires pour les actes qui ne sont pas directement liés à la rédaction de l'acte ou des actes de succession. Alors, une autre question. Alors, quelle est la procédure pour faire un acte trentenaire? Donc, on en a parlé tout à l'heure de la prescription trentenaire. On comprend sur une parcelle de terre qui est en indivision. Alors tout à l'heure, j'ai indiqué les conditions de la prescription trentenaire. Si la parcelle est en indivision, je suppose qu'il y a un titre de propriété, qu'il y a des successions qui ont été faites et qu'on se retrouve sur un bien d'indivision. Donc le seul moyen de se voir attribuer un titre de propriété, c'est le partage. On n'est pas dans le cadre d'une prescription trentenaire. Si vraiment on a les successions de régler. Après, vous pouvez par exemple être sur un terrain que vous allez appeler en indivision et qui parfois n'a pas de titre du tout. Il n'a pas de titre, mais vous savez qu'il appartient à plusieurs personnes parce que c'était un arrière-grand-parent dont le nom figure à la matrice cadastrale, sans date de naissance, des choses assez anciennes, on va dire. Pas de titre de propriété, pas de règlement de succession possible sans le titre de propriété, des héritiers qu'on ne connaît pas forcément, ça remonte à longtemps. Si à ce moment-là, vous avez construit sur ce terrain, alors construit sur ce terrain parce qu'il ne faut pas que ce soit la prescription devienne un moyen, souvent des gens ils pensent que la prescription ça va être un moyen d'avoir un terrain. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et si vous avez construit par exemple sur ce terrain une maison dans les années 70, vous avez des preuves de votre occupation, souvent ça va commencer par le permis de construire, des premières factures, installation de compteurs d'eau, d'électricité, les factures de travaux, toutes sortes de preuves, des photos de vous, taxes d'habitation, des photos de vous dans la maison en famille, les petits repas de Noël, etc. Bref, tout un maximum de preuves qui prouvent que vous êtes comporté comme le véritable propriétaire de cette maison. Et à ce moment-là, si vraiment on n'a pas d'autre choix, on pourra faire appel à un géomètre qui va délimiter dans ce terrain en indivision l'emplacement que vous occupez avec la maison, que personne ne conteste d'ailleurs que c'est la vôtre, et établir un acte de prescription trentenaire pour cette propriété, ce qui vous permettra ensuite de disposer d'un véritable titre de propriété, on va dire 5 ans après, puisqu'il faut savoir que quand on établit ce type d'acte, il y a une possibilité de recours durant les 5 ans qui suivent, non pas la signature de cet acte de prescription, mais les 5 ans qui suivent les mesures de publicité, là encore, qui sont faites après la signature d'un acte de prescription, mesures de publicité faites sur un site dédié de la préfecture de Martinique et à la mairie. Et au bout de 5 ans, là, vous pourrez dire que c'est un... Et l'acte est également publié au service de la publicité foncière, bien entendu. Et à partir de là, vous pourrez considérer que c'est un véritable titre de propriété, mais pas de, entre guillemets, pas de prescription sur des terrains nus comme ça, parce qu'on ne sait pas comment aboutir à un partage. Si c'est un terrain nu, il faut passer par le partage.
Alors, une autre question. Bonsoir, si un héritier renonce à sa part, qui bénéficie de sa part ou peut-il laisser sa part pour un autre héritier de son choix? Donc on est dans le cadre d'une succession. On a effectivement dans le cadre des successions donc la possibilité soit d'accepter la succession, soit de renoncer, donc de ne pas se considérer comme héritier. On ne prend rien à ce moment-là, ni l'actif ni le passif. Mais quand on renonce, donc on n'est plus héritier, on ne fait plus partie des héritiers. Et la part à laquelle on a renoncé, et je crois, revient aux autres héritiers dans leur globalité. En fait, on ne peut pas décider de la personne qui va recevoir. Donc, ce sont les autres héritiers qui ont accepté. C'est les autres héritiers qui ont accepté. Si on joue en ligne directe, voilà. Puisque quand on renonce, effectivement, les enfants, ses propres héritiers doivent à ce moment-là se prononcer et dire s'ils acceptent ou s'ils renoncent à la succession. Est-ce que je peux renoncer et puis donner ma part à mon frère? Non, c'est pas comme ça que ça se passe lorsque vous renoncez. Comme disait Maître Isola, soit ça va en ligne directe à vos propres enfants, soit si vous n'avez pas d'enfants, votre part va se partager entre tous les autres héritiers de la personne décédée. J'avais une question ici. Voilà, lorsque l'on fait une donation de son vivant, de son logement à ses enfants, dont ils prendront possession au décès, sont-ils soumis lors du décès au paiement de droits quelconques? Alors, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure dans la donation, avec démembrement de propriété, et c'est tout l'intérêt de cette donation, c'est qu'au moment du décès de l'usufruitier, c'est-à-dire des parents qui ont gardé l'usufruit de la maison jusqu'à leur décès, eh bien, il n'y a aucun droit à payer, puisque cet usufruit s'éteint naturellement. Alors, sauf une petite exception qui est très technique, c'est si vous décédez dans les 3 mois de la donation. Ça, c'est pour éviter fiscalement, le fisc est malin, c'est pour éviter que vous fassiez une donation lorsque vous sentez que la mort est proche pour bénéficier de dispositions très intéressantes. Alors, si un des héritiers décédé quelques jours après sa mère, pour ouvrir la succession de sa mère, doit-on obligatoirement attendre l'ouverture de sa succession à lui? Alors, ce sont des cas qui se présentent souvent. Donc, on est dans l'hypothèse d'une dame qui est décédée, qui laisse plusieurs enfants. L'un des enfants donc décède peu de temps après. Et effectivement, dans ce cas-là, ces enfants en fait, doivent prendre les décisions, ils doivent participer à la succession de la grand-mère, en l'occurrence. Alors, vient de me rejoindre Maître Ebring, qui est rapporteur du bureau de la Chambre. Voilà, donc, bonsoir Maître Ebring. Bonsoir Maître Isola. Nous sommes une famille recomposée. Le père décédé et ses 2 enfants refusent de signer pour entamer la succession. Que devons-nous faire pour faire avancer le dossier? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Code civil vous permet, passé un délai de 4 mois, de mettre en demeure un héritier, de dire s'il accepte ou pas la succession. C'est-à-dire qu'on vous accorde un deuil de 4 mois. Passé ce délai, vous allez voir un huissier qui va délivrer une sommation à l'héritier taisant ou celui qui ne veut rien faire, et le mettre en demeure de dire est-ce que oui ou non tu acceptes la succession. Si cet héritier reste taisant, il ne dit rien pendant un délai de 2 mois, il sera réputé acceptant. Donc avec cette notification et cette sommation, le notaire pourra dresser l'attestation de propriété, puisque Maître Tripet vous a dit tout à l'heure que l'acte de notoriété peut être signé à la requête d'un seul. Donc, avec ça, vous pourrez constater la transmission des biens immobiliers au profit des héritiers. Par contre, pour le partage, vous partirez sur une procédure judiciaire ou une procédure Letchimy quand le décès a plus de 10 ans. Donc la procédure Letchimy, si vous recueillez la majorité absolue, les héritiers à la majorité absolue peuvent faire un partage ou une vente, après avoir délivré une sommation à ceux qui sont également taisants en leur envoyant un projet d'acte. Et s'ils restent taisants un certain temps, s'ils ne s'opposent pas, le notaire pourra passer
la signature des actes. Et par contre, en cas d'opposition, on passe donc à un parentage judiciaire. Il faudra saisir un avocat, prendre un avocat et saisir le tribunal donc, pour une demande de parentage judiciaire. Alors, je vous laisse savoir ce qu'est une dévolution successorale. Le notaire tarde à me le remettre. Je suis sur une affaire depuis 20 ans et tout est payé en attente d'un acte. La dévolution successorale, c'est en fait la liste des héritiers, soit les héritiers désignés par la loi, soit les héritiers désignés par le défunt lorsqu'il aura fait un testament. Et donc c'est cette liste que le notaire en fait établit en vérifiant donc l'existence de ces dits héritiers. Donc quand vous ouvrez une succession, le notaire va vous demander si le défunt était marié, s'il avait des enfants, il vous demandera le livret de famille, il vous demandera s'il y a eu un testament ou une donation entre époux, et il établira en fait donc la dévolution, et cette dévolution figurera dans un acte qu'on appelle en fait l'acte de notoriété. La dévolution en fait elle fait partie de l'acte de notoriété, et l'acte de notoriété c'est l'acte officiel, c'est l'acte qui officialise l'identité des héritiers de la personne décédée, et c'est cet acte qui vous permettra donc de faire les différents déblocages de comptes ou la suite, les actes de succession, l'attestation immobilière, la déclaration de succession. Alors, pour que le notaire puisse établir l'acte de notoriété, par contre, vous avez un certain nombre d'informations à lui donner. Vous devez d'abord lui dire qui sont les héritiers. La recherche d'héritiers, ce n'est pas le travail du notaire, c'est le travail du généalogiste. Donc, quand vous allez voir le notaire, si vous ne savez pas qui sont les héritiers, le notaire ne pourra pas faire de miracle, il ne pourra pas vous faire d'acte de notoriété. Donc, la première question, c'est avez-vous donné au notaire l'intégralité de l'identité des héritiers? Ça, c'est la première question à se poser. Et si jamais vous n'avez pas cette information, vous devez vous rapprocher d'un généalogiste qui va faire justement cette dévolution successorale, qui va transmettre au notaire la liste des héritiers, mais le généalogiste va plus loin, il va faire la recherche des actes d'état civil, les actes de naissance, les actes de mariage, et le généalogiste va transmettre toutes ces informations au notaire qui, à ce moment-là, pourra dresser l'acte de notoriété. Alors, peut-on créer une SCI lorsque l'on est en indivision? Alors, bon, pour créer une SCI, on peut être déjà propriétaire de biens, on peut aussi ne pas être encore propriétaire de biens. Pour créer une SCI, il faut être deux. Il y a obligatoirement deux associés dans une SCI. Maintenant, je suppose que la question porte en fait donc, sur des personnes qui sont en indivision sur un terrain, enfin un terrain, une maison, un bien immobilier, peu importe. À ce moment-là, donc il faut déjà avoir son titre de propriété pour pouvoir faire l'apport de ce bien à la société. Alors, on suppose, si on est déjà propriétaire, on peut faire l'apport à la constitution de la société. Donc à ce moment-là, les statuts, ce seront des statuts authentiques. Il vous faudra aller voir le notaire qui rédigera les statuts et fera l'apport à la société, puisque cela va nécessiter une publication au service de publicité foncière que seul le notaire est habilité à faire. Voilà. Et s'agissant de droits indivis, la question à se poser, c'est est-ce que tous les indiviseurs sont d'accord pour apporter le bien à la société, puisqu'on ne peut disposer de plus de droits qu'on en a. Donc si je suis propriétaire d'un dixième, je ne vais pas pouvoir décider pour la totalité et apporter le bien à la société. Donc il faut que tous les indivisaires soient d'accord pour apporter. Et il faut faire attention, il y a un droit de préemption entre indivisaires. Quand vous voulez disposer de droits indivis au profit de quelqu'un qui est étranger à l'indivision, il y a un droit de préemption des autres. Il faut d'abord donc demander aux autres s'ils ne souhaitent pas acheter votre droit. C'est ça. Alors, quels sont les avantages du contrat de mariage? Existe-t-il plusieurs types de contrats? Peut-on signer un contrat pendant le mariage? Alors, les avantages du contrat de mariage, c'est le choix et la liberté. C'est de ne pas laisser la loi décider à votre place. Si vous vous mariez sans contrat de mariage, vous serez sous le régime de la communauté. Dans ce régime, tout ce qui est acquis pendant le mariage est commun. Mais souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en régime de communauté, les salaires sont communs. Vous ne pouvez pas dire c'est mon salaire, j'en fais ce que je veux. Non, les salaires sont communs. Quand vous avez un époux qui est très économe, qui met beaucoup de sous de côté, que vous en avez un autre qui dépense au moment du divorce,
Celui qui aura été très économe devra reverser la moitié des économies qu'il considère comme étant les siennes, mais en fait qui sont des économies communes, à l'autre. Donc l'idée, c'est avant de passer chez le maire, on passe chez le notaire. Et nous, ce qu'on va souvent vous recommander, c'est un contrat de séparation de biens, parce que c'est le contrat qui vous permet d'être le plus libre. Vous pouvez décider de ce que vous faites ensemble, ou vous pouvez décider de ce que vous faites tout seul. Et là, pour le coup, dans le contrat de séparation de biens, vos salaires sont bien à vous, votre voiture est bien à vous. Si vous êtes un passionné de voitures automobiles et que vous êtes marié sous le régime de la communauté, dites-vous bien que la moitié de toutes les voitures que vous pourrez acquérir appartiennent également à votre conjoint. Donc en cas de divorce, ça risque de faire mal. Et on peut effectivement changer de régime matrimonial pendant le mariage. Alors maintenant, on n'a même plus de délai. Avant, il fallait attendre au moins 2 ans pour changer de régime matrimonial. Maintenant, vous pouvez le faire très rapidement, dès le mariage. Et cela nécessite évidemment de passer encore par un notaire. Donc il faut absolument aller consulter. Donc consultez le notaire avant de vous marier. Mais même après, si vous constatez que finalement le régime que vous avez choisi ne vous convient pas, allez voir un notaire pour déterminer avec lui le régime qui vous conviendra le mieux. Alors après, au niveau du coût, bon, tout dépend en fait du régime que vous aviez et des biens en fait que vous aviez ensemble. Mais ça, c'est le notaire qui verra avec vous s'il y a nécessité de faire une liquidation, un partage des biens. Il déterminera tout cela avec vous. Alors, dans la question, il y avait également quels sont les types de contrats. Donc, on vous a d'abord parlé du contrat de séparation de biens parce que c'est vrai que notre préférence va vers ce type de contrat, mais il y en a d'autres aussi. Il y a la participation aux acquets, c'est un régime de séparation de biens qui fait qu'à la fin, on va regarder lequel des époux c'est le plus enrichi, et l'époux qui s'est le plus enrichi reversera la moitié de son enrichissement à l'autre. Donc en fait, on considère que si pendant le mariage un époux qui s'enrichit, c'est que quelque part l'autre l'a aidé. Et donc ce régime de participation aux acquets, c'est un mix entre la séparation de biens et la communauté. Le seul inconvénient de ce régime, c'est qu'en cours de régime matrimonial, si vous voulez vendre un bien qui ne vous appartient qu'à vous, on sera obligé de demander l'accord à l'autre pour s'assurer que cette vente n'est pas faite pour diminuer la valeur de votre patrimoine, par exemple, quand vous savez que dans pas longtemps, vous allez peut-être divorcer. Il y a aussi le régime de la communauté universelle. Vous pouvez très bien décider que finalement, le régime de la communauté légale, la communauté réduite aux acquets, donc réduite à ce que vous achetez pendant le mariage, et non pas à ce dont vous avez hérité ou qu'on vous a donné ou que vous aviez avant, finalement ne vous convient pas. Vous aimez tellement votre conjoint que vous voulez que tout ce que vous avez lui appartienne et inversement. Et vous pouvez donc décider d'opter pour ce régime. Et puis il y a beaucoup de clauses qu'on peut rajouter, des attributions intégrales. Des clauses de préciput avec une séparation de biens. On peut choisir d'être en séparation de biens et de dire que pour la résidence principale, par contre, sur ce bien-là, on va fonctionner comme une communauté sur la résidence principale. Ça permet, c'est un mix en fait, il faut vous rapprocher de votre notaire, dire quelles sont vos attentes et en fonction de vos objectifs et de ce que vous souhaitez, on vous donnera un contrat sur mesure. Voilà, un contrat sur mesure. Alors, bonsoir. Depuis le décès de mon grand-père, il y a indivision. À ce jour, il y a une maison familiale sur le terrain et il réside 2 frères, dont mon père. Les démarches ont été entreprises depuis longtemps chez un notaire, décédé malheureusement, et il s'avère que le dossier constitué a disparu et personne ne sait où il est, sachant que c'est un héritier qui avait bloqué le partage. Aujourd'hui, mon père est malvoyant, en plus de problèmes de santé, le logement est détruit petit à petit par le frère. De plus, tous les héritiers directs se rejettent la pierre et les impôts s'accumulent. Que doit-on faire essentiellement sur cette disparition de dossier? Et au niveau des démarches, par rapport à la situation de mon père, ai-je la possibilité d'entamer cette démarche via son accord? Alors, le dossier a été perdu, mais j'imagine qu'on doit pouvoir reconstituer un nouveau dossier. Les actes de décès, les actes de naissance, on peut en avoir des copies en faisant les demandes en mairie. Les titres de propriété, on a un droit français qui est extraordinaire, qui fait que souvent vous pensez que ce que vous délivre le notaire lorsque vous achetez un bien, c'est le titre et qu'il n'y en a qu'un seul, mais en fait non, c'est une copie
Donc en fait, si vous l'avez perdu, c'est pas grave, on peut demander la copie au service de la publicité foncière moyennant la somme de 15 €. Donc en fait, le dossier peut être reconstitué, le fait qu'il ait été perdu n'est pas embêtant. Pareil, si ce dossier contenait un document d'arpentage, alors là pour le coup, vous allez devoir repayer le géomètre pour avoir un duplicata de ce document d'arpentage, mais la perte d'un dossier n'empêche pas le traitement du dossier, il faut simplement constituer un nouveau. Et puis, par rapport au père qui ne peut pas faire les démarches lui-même, il peut très bien donner procuration, hein, il vous donne un pouvoir de faire les démarches à votre place, pourvu qu'il soit toujours en pleine possession de ses moyens et qu'il puisse prendre ses décisions, ça ne pose pas de problème fondamental. On peut avancer. Quelle est la situation d'un bien acquis par l'un des conjoints avant le mariage et le régime de la communauté? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté ne comprend que ce qui a été acquis pendant le mariage, et on exclut les biens dont on était propriétaire avant le mariage, mais également les biens qu'on a pu recevoir pendant le mariage par donation ou succession. Donc en fait, si votre époux avait un bien avant le mariage, il en est resté propriétaire et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La seule question qui peut se poser, c'est la question éventuellement d'une indemnisation. On prend l'exemple de madame est propriétaire d'un terrain qu'elle avait acheté avant le mariage. Pendant le mariage, la communauté construit une maison sur ce terrain. En droit français, le propriétaire du terrain est propriétaire de tout ce qui est édifié dessus. Donc madame est seule propriétaire de la maison. Par contre, la communauté qui a financé la construction de cette maison aura droit à une indemnisation qui s'appelle une récompense. Et pour liquider la récompense, elle se fait soit au moment du décès ou du divorce, et c'est le notaire qui s'en occupera. Alors, bonsoir mesdames, je fais une démarche pour une prescription trentenaire. Le géomètre s'est déplacé pour poser des bornes. Le voisinage s'oppose. Quels sont mes recours? Alors, on est dans le cadre d'une prescription trentenaire. On rappelait tout à l'heure, donc nos confrères rappelaient tout à l'heure les conditions de la prescription qui doit être continue, paisible, Public et non équivoque. Et donc là, on touche au caractère paisible en fait. Hein. Donc, si le voisinage s'oppose, c'est que finalement, les conditions ne sont pas réunies en fait hein, pour faire une prescription. Donc à ce moment-là, mais il faut là, c'est le juge qui peut éventuellement trancher. Voilà, il y a un conflit, donc il faut saisir le juge et lui demander de trancher cette question. Vous soumettez toutes les pièces qui pour vous justifient que vous seriez le propriétaire de ce terrain et le juge va trancher le conflit. Donc là, malheureusement, vous serez obligé de passer en phase judiciaire, donc prenez la tâche d'un avocat. Donc, si on divorce, celui qui touche le plus doit donner quelque chose à l'autre. Alors, là, quand je parlais de ça, je parlais du régime de la participation aux acquis. Donc, ce n'est pas tout à fait ça. Par contre, dans un régime de communauté, quand bien même il y en a un qui touche plus que l'autre, les salaires sont communs. Donc, en fait, les salaires sont aux deux. Donc, peu importe que je touche plus ou moins, tout est dans le pot commun et on a chacun droit à la moitié. C'est ça le principe de la communauté. Alors, étant divorcé, mon ex-mari s'est remarié. On n'avait pas fait de contrat, quoi que ce soit. Ai-je droit si je demande la séparation des biens? Alors, j'imagine que lors du premier mariage, vous aviez acquis en commun un bien. Vous avez divorcé, donc ce bien se trouve en indivision entre votre ex-époux et vous, chacun pour moitié. Monsieur s'est remarié. Donc le fait que monsieur se soit remarié n'empêche pas la liquidation du premier régime matrimonial puisque le divorce fait que vous devez liquider les biens entre vous. Donc vous pouvez, si vous avez les moyens, proposer à monsieur de lui acquérir la moitié de ce bien pour en devenir seul propriétaire, toujours bien sûr avec l'accord de monsieur. Et si monsieur n'est pas d'accord pour sortir de l'indivision, on en revient à la phase judiciaire avec vous vous rapprochez d'un avocat pour demander le partage du bien. Alors, comment se passe un rachat de parts? L'indemnisation est-elle égale à la valeur du bien? Oui. Alors, la première chose pour un partage, c'est faire évaluer le bien par un expert. Ensuite, on se pose la question, si c'est une maison, est-ce qu'il y a un prêt en cours?
S'il y a un prêt en cours, la valeur du bien, ce sera l'évaluation qu'a donnée l'expert, moins ce qu'il reste dû à la banque. Et cette somme, cet actif net, en fait, est divisé en deux. Chaque personne a droit à la moitié. Donc, c'est comme ça qu'on raisonne. Donc, on accueille Maître Anthony Duval. Bonsoir. Bonsoir. Ma conseillère, Maître Katia Edwin Lamel, rapporteur, que vous venez d'entendre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre question? Je n'ai pas l'impression qu'on ait de nouvelles questions. On n'a plus de nouvelles questions. N'hésitez pas. Alors, je remonte dans le fil pour voir si on est passé à côté de quelque chose. Bonsoir mesdames, je fais une démarche pour une prescription trentenaire. Le géomètre s'est déplacé pour poser les bornes. Le voisinage s'oppose. Quels sont mes recours? Merci. On a déjà répondu. Ah, excusez-moi, on a déjà répondu, effectivement. Alors, je remonte. Mais alors, peut-être que Maître Anthony Duval a envie de nous sensibiliser sur un sujet particulier qui lui tient à cœur. Non, la prescription, pour ce qui est de la prescription... Non, ben justement, ça peut présenter un avantage, justement, que le voisinage s'oppose, puisque, en fin de compte, si l'affaire arrive devant le juge, ben, le juge va trancher. Et quand le juge va trancher, à partir du jugement, il y aura force exécutoire au jugement et donc un titre qui pourra être revendiqué. Voilà, donc ça a un bon côté, en fin de compte, que les personnes s'opposent, puisqu'en fin de compte, le juge sera saisi et va trancher définitivement. Voilà. Sur un terrain qui faisait environ 900 mètres carrés, a subi l'érosion sur plusieurs mètres carrés, doit-on refaire un géomètre venir refaire des mesures pour une succession? Alors, si effectivement le terrain, de toute façon, quand on règle une succession, on va vous demander une expertise du bien. L'expertise se fera sur ce qu'est le bien aujourd'hui. Donc, si vous avez constaté une érosion du terrain, effectivement, faites venir un géomètre pour qu'on ait l'exacte superficie du terrain, pour que l'évaluation qui sera faite corresponde à à la réalité du bien. Parce que ce serait dommage, par exemple, que vous vous retrouviez à payer des droits de succession pour un bien qui en vaut beaucoup moins. Donc là, c'est plutôt dans votre intérêt, oui, de faire venir le géomètre. Alors, bonsoir, j'ai un plan de bornage très ancien répartissant des attributions aux héritiers. Est-ce que ça peut être un titre? Alors oui, ça peut être un titre si ce plan de partage, ce plan de bornage date d'avant le 1er janvier 1956. C'est la date de la création de la conservation des hypothèques et l'obligation d'avoir un acte notarié. Avant le 1er janvier 1956, on n'était pas obligé d'aller chez le notaire et très souvent, les actes de partage étaient faits par les géomètres lors de l'établissement d'un procès verbal de bornage. Donc si vous avez ce document précieux, conservez-le, c'est un titre de propriété s'il est antérieur au 1er janvier 1956. Je vois encore une question. Est-ce que la loi Letchimy s'applique aux indivisions hors succession? La loi Letchimy s'applique aux successions qui sont ouvertes depuis plus de 10 ans. C'est la condition pour appliquer la loi Letchimy. Donc ça s'applique essentiellement aux successions, effectivement. Alors, je vois... Alors, bonjour, j'ai fait l'acquisition de mon bien immobilier en 2018. Ce bien a été commercialisé par 2 clercs de notaire en fonction et les travaux de viabilisation n'ont à ce jour pas été réalisés par ses promoteurs. Il y a un jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France en avril 2021 et ce jugement n'a pas été appliqué. Ces clercs sont en fonction mais disent ne pas avoir les moyens d'effectuer les travaux. Il manque de l'argent pour boucler le financement de la viabilisation. Comment l'ASL, dont je suis membre, peut obtenir l'application du jugement et faire réaliser les travaux? Nous sommes en grande difficulté et dans l'impossibilité de substituer aux obligations de ses promoteurs. Alors, en principe, un promoteur, c'est un professionnel qui, normalement, a une assurance. Donc, quand le promoteur a souscrit son assurance, si le promoteur est défaillant, vous pouvez faire jouer l'assurance et normalement, l'assurance paiera pour que les travaux soient achevés. Donc, en fait, il faut simplement vérifier si cette assurance existe et si c'est le cas, il faudra faire jouer l'assurance, tout simplement. Alors, je vois encore une question.
Mon père souhaite me donner une parcelle de son terrain pour construction. Quelle démarche faire? Je ne suis pas reconnu. Bon, déjà, la première chose, c'est obtenir au moins un petit document papier dans lequel cette personne vous donne l'autorisation de construire. Vous n'êtes pas... Alors, mon père souhaite me donner. Alors, la première chose à faire, c'est, vous dites mon père, juridiquement pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il faut que ce monsieur vous reconnaisse. Donc, il y a deux, Voilà. il y a deux choses à faire. C'est soit aller chez le notaire pour faire un acte de reconnaissance, soit tout simplement aller à la mairie et déclarer que telle personne est bien ma fille ou mon fils. Et ça, ce n'est possible qu'à la condition, alors je ne sais pas si c'est une dame ou un homme, à la condition de ne pas avoir été déjà reconnu par quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc, vous dites à votre père de commencer par vous reconnaître, parce que si votre père vous donne le terrain alors que vous n'êtes pas reconnu, vous êtes une étrangère et vous paierez 60% de droits à l'État sur la valeur du terrain. Donc, si vous avez un terrain qui vous est donné qui fait 100 000 euros, vous allez reverser à l'État 60 000 euros de droits. Alors que si votre père a établi ce lien de filiation par cette reconnaissance, vous pouvez recevoir en valeur jusqu'à 100 000 euros sans payer de droits de donation. Donc vous avez tout intérêt à d'abord commencer par convaincre votre père de vous reconnaître. Et une fois que cette reconnaissance sera faite, il pourra vous donner. Alors, bonjour et merci pour cette opportunité. Nous sommes propriétaires d'une SCI. Et une des maisons a été saisie et vendue aux enchères, mais la locataire qui On appartient... On a déjà répondu à cette question-là. Ah, ok. Alors, mais la locataire ne quitte pas les lieux. Alors, peut-être que alors, tout à l'heure, on était parti sur le postulat que le locataire avait un bail. Alors, peut-être que dans ce cas, le locataire n'a pas de bail, que c'est une occupation sans titre. Si c'est le cas, vous allez voir un avocat pour obtenir, en saisissant le juge, un jugement d'expulsion. Bonsoir, le président d'une association syndicale de lotissement peut-il vendre une partie du lotissement, les parties communes, à un colotis? Oui, oui, tout à fait. Il s'agit des parties communes, donc c'est effectivement l'association syndicale qui va gérer et elle a la possibilité de vendre dans certaines conditions. Il faut se rapprocher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les colotis font partie de l'association syndicale, donc ça veut dire que vous aussi, vous en faites partie. Donc, si tous les colotis décident de la vente, ben oui, c'est une décision que vous prenez en assemblée. Pas de bail. C'était quoi ça? Alors, je me permets de reposer cette question car j'ai raté la réponse. Un des héritiers décédé quelques jours après sa mère. Ouvrir la succession de sa mère, doit-on obligatoirement attendre l'ouverture de sa succession à lui? Non. Vous pouvez ouvrir tout de suite la succession et vous rendre chez le notaire. Par contre, ce qui va peut-être poser problème, c'est si la mère décède et que ce fils a hérité de droits immobiliers ou d'un bien de sa mère, le notaire ne pourra pas constater la transmission de ce bien au fils, tant qu'on n'aura pas déjà constaté que le fils est lui devenu propriétaire. Donc en fait, dans l'idéal, confier au même notaire le règlement des deux successions et tout sera fait en même temps. Quels sont les avantages de faire une donation-partage? Alors les avantages de la donation-partage, elle porte bien son nom, c'est une donation et un partage dans le même acte. L'avantage, c'est que du vivant, la plupart du temps des parents, on met tout le monde autour de la table, on fait la répartition, équilibrée ou pas, et qui permet au moment du décès d'éviter les querelles familiales principalement. Voilà, et ça fige également la valeur des biens au jour de la donation. Enfin, encore une fois, ça peut être adapté selon les situations familiales. Le mieux encore, c'est avec chaque situation familiale de se déplacer, aller voir son notaire et exposer pour voir quel est le type de transmission qui serait le plus adéquat. La donation-partage en fait partie. Je me plais à considérer qu'elle assure la paix des familles d'une certaine façon, puisqu'on met tout sur la table du vivant. Il n'y a pas de surprise au moment du décès. Les enfants étaient tous présents à l'OTI au moment où on a été voir le notaire du vivant des parents. Alors, bonsoir, nous avons une succession en cours, c'est-à-dire qu'il ne reste que l'acte de partage à faire.
Le géomètre nous a déjà donné le document d'arpentage, mais entre-temps, l'un des héritiers renonce. Que peuvent décider les autres héritiers? Alors, là, par contre, je vais me permettre de prendre mon code civil pour ne pas vous dire de bêtises. Elle est là. Parce que je sais qu'on peut renoncer, mais jusqu'à un certain moment. Et je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Donc là, je vais prendre mon code civil pour être sûr de vous délivrer une réponse adéquate. Alors, je te laisse enchaîner sur votre question. Et Alors, Merci. quelqu'un a acheté un terrain agricole en SCI avec sa conjointe avant leur mariage. Ils y ont construit une maison après le décès du mari. Que deviennent la SCI et les biens? Quelqu'un a acheté un terrain agricole en SCI avec sa conjointe. Oula. Quelqu'un a acheté un terrain agricole en SCI avec sa conjointe avant leur mariage. Ils y ont construit une maison après le décès du mari. Que deviennent la SCI et les biens? J'essaie de comprendre la question. Hein. Qui a acheté un terrain agricole en SCI avec sa conjointe avant leur mariage. Ils y ont construit une maison après le décès du mari. Que deviennent la SCI et les biens? Bon, la SCI, évidemment, il faut des associés, il faut qu'elle ait une vie. Si évidemment les associés ne sont plus là, la société est dissoute. Ça, c'est pour ce qui est de la SCI. En ce qui concerne les biens, les personnes sont achetées au début en indivision, puisqu'ils n'étaient pas mariés. Ensuite, ils ont été mariés, donc il faut liquider le régime matrimonial. Et dans ce régime matrimonial, il y aura certainement également un bien qui est en indivision qu'il faudra liquider à l'occasion de la succession. Alors, je vois une autre question. Bonsoir, le juge est-il obligatoire pour un partage avec une personne handicapée en tutelle? Alors, à partir du moment où on est avec une personne qui est sous un régime d'incapacité, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, il faut toujours une autorisation judiciaire avant de pouvoir passer un quelconque acte notarié, puisqu'il s'agit de protéger, que les intérêts de cette personne soient protégés. Et à partir du moment, sauf cas exceptionnel, il nous faut la plupart du temps obtenir des autorisations du juge. Alors, j'ai la réponse. Donc, c'est l'article 807. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession. Alors non, c'est pas ça. Cette acceptation rétroagit. Je suis allée trop vite. Alors, parce que là, on a quelqu'un qui a accepté. Et il me semble qu'une fois qu'on a accepté, on ne peut pas revenir dessus. Il me semble, mais je ne veux pas dire de bêtises. L'acceptation est ferme et définitive. Alors, je te laisse continuer sur notre question. J'en profite un peu pour rebondir un peu sur cette question. En matière de succession, va se présenter un choix. On a un peu abordé cette question. Quand vous rendez chez le notaire, évidemment, il ne faut pas trop tarder, il va reconstituer le patrimoine du défunt, à l'actif comme au passif. On sera en mesure de vous dire si cette succession est bénéficiaire, si ça vaut le coup de l'accepter ou pas, ou d'y renoncer. Si on accepte, on prend l'actif et le passif. Si on renonce à l'actif, mais également au passif. Ou alors, vous avez cette dernière possibilité, qui consiste à dire « Je ne suis pas sûr de pouvoir accepter, il me semble qu'il y avait beaucoup de dettes, mais je sais aussi qu'il y a un peu d'actifs. » Dans ce cas-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle une acceptation sous bénéfice d'inventaire, porte bien son nom, on va faire un inventaire du patrimoine et dire en gros qu'on n'est pas sûr d'accepter la succession, c'est le temps d'observer la reconstitution du patrimoine de façon à certifier à l'héritier que ça vaut le coup. Mais à partir du moment où vous prenez votre décision, elle est ferme et irrévocable. Vous acceptez la succession, vous renoncez à la succession. J'ai une expression qu'on m'avait appris quand j'étais petit, enfin quand j'étais étudiant, c'était à cheval de nez, on ne regarde pas les dents. Donc dès que vous acceptez la succession, prenez l'actif et le passif. Quand vous renoncez à la succession, vous renoncez à l'actif et au passif.
Alors, je reviens sur... C'est bon ? On s'arrête là. Je n'ai pas bien compris par rapport à la SCI. L'épouse qui a fait partie de la SCI et vit dans la maison doit liquider aussi le bien de la SCI et la maison? Alors, l'épouse, de toutes les façons, si le conjoint est décédé, il y a lieu d'ouvrir sa succession et de liquider la succession. Dans la succession, il y aura probablement la communauté également à liquider. Dans la communauté, il y aura les comptes bancaires, les parts sociales qui sont détenues. Il faudra regarder les statuts de la dite SCI pour regarder quelles sont les conditions de la transmission, déjà dans un premier temps. Mais quoi qu'il en soit, les parts sociales devront être transmises à qui de droit? Ses héritiers. Alors, j'ai la réponse. Donc, une fois qu'on a accepté, on ne peut plus renoncer. C'est l'article 786 du Code civil que je vais vous lire. L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Donc, la personne qui aujourd'hui souhaite renoncer alors que vous êtes au stade du partage ne peut plus renoncer, elle doit participer au partage. Simplement, dans l'acte de partage, on peut ne lui attribuer aucun lot. Et en contrepartie, cette personne aura une somme d'argent qu'elle pourra donner à l'un des copartageants. Et le copartageant en question sera peut-être redevable de droits de donation. Alors on va peut-être prendre une dernière question qui concerne l'adoption. On a une question sur l'adoption. Comment adopter l'enfant de mon conjoint? C'est vrai que parfois on vit en couple et l'enfant n'est uniquement celui celui de l'épouse, hein, simplement, et le conjoint s'en est occupé depuis que cet enfant est tout petit et souhaite l'adopter à un plus grand âge. Donc, l'adoption est possible, elle va d'ailleurs donner des droits à recueillir dans la succession de l'adoptant. Il faut remplir certaines conditions d'âge entre l'adopté et l'adoptant. Et ça se passe de la manière suivante. Chez le notaire, le notaire va rédiger un consentement à adoption. Ensuite, vous pourrez poursuivre la procédure devant le tribunal pour que le tribunal puisse prononcer l'adoption. Et si, en matière fiscale, hein, parce que c'est toujours le nerf de la guerre, si cet enfant, vous l'avez recueilli depuis le plus jeune âge et que vous lui avez donné des soins, de l'attention, etc., il bénéficiera également en matière fiscale des mêmes droits qu'un enfant qui serait légitime ou naturel reconnu. Donc voilà, on vous remercie. Donc je vous représente rapidement l'équipe qui est intervenue ce soir. Nous avions au tout début de ce Facebook Live Maître Untok, qui est chargé de la communication, délégué à la communication au sein de la Chambre des notaires de Guyane et de Martinique. Vous avez ici à ma gauche Maître Alix Isola Jean-Marie, qui est la vice-présidente de la Chambre des notaires. Vous avez debout Maître Anthony Duval, qui est le trésorier de la Chambre des notaires. À côté de moi, vous avez Maître Katia Ebring-Blameb, qui est rapporteur de la Chambre, et donc moi-même le président. Donc on va profiter, puisque aujourd'hui on conclut une semaine de communication, hein, qui semble avoir vraiment plu aux Martiniquaises et aux Martiniquais, hein, puisque vous avez été extrêmement nombreux à la fois en radio, sur RCI, lundi matin, et ce matin, vous avez vraiment été nombreux, jusqu'à plus de 200 appels simultanés sur la radio. Et lors des consultations gratuites que nous avons données à la Chambre des notaires mardi et jeudi, je sais que mardi, vous avez été plus de 150. Alors, on n'a pas pu prendre tout le monde pendant le créneau horaire, mais de nombreux notaires de Martinique sont revenus pour rappeler toutes les personnes. Donc, on a vraiment fait en sorte que tous les clients puissent être rappelés, même ceux qui n'avaient pas la chance d'être pris au téléphone pendant le créneau, parce que vraiment, il y avait un bouchon sur le standard de la Chambre des notaires. Donc, je remercie tous les notaires de Martinique d'avoir participé à cette action. Évidemment, on va pas s'arrêter en si bon chemin, hein. Vous avez vu qu'on avait une compagnie extrêmement jeune, avec des notaires extrêmement motivés, et qui ont envie de partager avec vous leur passion, non seulement leur passion pour leur métier, bien entendu, mais qui ont envie de partager avec vous leur connaissance et leur professionnalisme. Et j'ai envie de terminer par cette expression,
Les notaires de Martinique sont là pour vous, nous là, épisode. Et voilà, vous pouvez donc compter sur les notaires de Martinique. N'hésitez pas à aller chez votre notaire, à franchir la porte d'un notaire, comme je disais tout à l'heure, hein, la porte d'une étude. Comme je disais tout à l'heure, la plupart du temps, chez les notaires, les consultations sont gratuites. Consultez le notaire, même si ce n'est pas utile. Allez chez votre notaire, vous aurez une réponse. Si ça peut conforter ce que vous saviez déjà, donc c'est très bien, mais ça peut aussi parfois remettre en cause des idées qui étaient pas bonnes dans votre esprit et vous mettre sur le droit chemin pour vous protéger et pour éviter aussi tout litige, notamment, parce qu'on a beaucoup parlé de ça ce soir, notamment en matière de succession. Donc nous vous remercions de votre attention toute cette semaine et puis on vous dit à bientôt, peut-être pour un autre Facebook Live. Merci beaucoup, merci chers confrères, chers consoeurs. Merci, Au revoir. La Chambre interdépartementale des notaires de Guyane et de Martinique organise la Semaine des notaires du 17 au 21 janvier 2022. Au programme, consultation téléphonique gratuite au 05 96 60 62 75 le 18 de 8h à midi et le 20 janvier de 14h à 16h. L'émission La Minute des notaires, diffusée tous les soirs sur VIA TV et le vendredi 21 à partir de 17h30, grand live Facebook sur la page de la Chambre des notaires de Martinique. La Semaine des notaires, un événement en partenariat avec la Banque des Territoires. La Chambre interdépartementale des notaires de Guyane et de Martinique organise la Semaine des notaires du 17 au 21 janvier 2022. Au programme, consultation téléphonique gratuite au 05 96 60 62 75 le 18 de 8h à midi et le 20 janvier de 14h à 16h. L'émission La Minute des notaires, diffusée tous les soirs sur VIA TV et le vendredi 21 à partir de 17h30, grand live Facebook sur la page de la Chambre des notaires de Martinique. La Semaine des notaires, un événement en partenariat avec la Banque des Territoires. La Chambre interdépartementale des notaires de Guyane et de Martinique organise la Semaine des notaires du 17 au 21 janvier 2022. Au programme, consultation téléphonique gratuite au 05 96 60 62 75 le 18 de 8h à midi et le 20 janvier de 14h à 16h. L'émission La Minute des notaires, diffusée tous les soirs sur VIA TV et le vendredi 21 à partir de 17h30, grand live Facebook sur la page de la Chambre des notaires de Martinique. La Semaine des notaires, un événement en partenariat avec la Banque des Territoires.